Alors que le président Trump multiplie les frasques et continue de démanteler l'héritage de Barack Obama, la résistance se réveille et les militants anti-Trump se font entendre. La grande question est de savoir qu'est-ce que les démocrates doivent faire pour canaliser cette énergie et offrir une opposition efficace à Donald Trump. Le Parti démocrate vient de se choisir un nouveau leader, il s'appelle Tom Perez, et c'est lui qui devra préparer la reconquête de la Maison-Blanche. J'en discute avec Philippe Fournier, qui est chercheur au Cerium et spécialiste de politique américaine. Philippe Fournier, bonjour. Bonjour. Alors, le 25 février dernier, un nouveau président du Comité national démocrate a été élu. C'est pas un chef de parti au sens où on l'entend au Canada. Qu'est-ce que ça fait exactement un président du Comité national démocrate? Bien, le Comité national démocrate, c'est essentiellement la machine électorale du parti. Donc, il s'occupe du financement, il s'occupe aussi de breveter le message. Bon, il s'occupe évidemment ils essaient de faire élire le plus de représentants démocrates possible à tous les niveaux, c'est-à-dire ça va du district scolaire jusqu'à la présidence. Et puis, c'est quelqu'un qui œuvre un peu... on pourrait dire en arrière-plan. Ce n'est pas nécessairement une figure publique de façon générale. Peut-être que dans ce cas-ci particulier, à l'ère Trump, il va se faire plus visible et plus audible. C'est ce qu'on lui demande, en tout cas. Mais de façon générale, Tom Perez va être essentiellement un organisateur politique et il a quand même toute une tâche devant lui. Là, il faut qu'il reconstruise le parti. Effectivement. Donc, c'est pas lui qui sera candidat à la présidentielle en 2020. C'est pas de ça qu'on parle. Donc, il y avait deux candidats principaux qui s'affrontaient dans cette course. Il y avait Keith Ellison et il y avait Tom Perez qui l'a emporté, disons, par une marge très mince. Oui. Qui est-il, Tom Perez? C'est le premier latino à occuper ce poste. Quel est son parcours? Bien, essentiellement, c'est un juriste. Il a monté les échelons du parti là, quand même assez rapidement. Il a été assistant procureur général dans un État qui m'échappe, mais il est devenu rapidement là, un proche d'Obama. Et puis, il a fini par occuper le poste là, de ministre du Travail sous Obama. Et donc, c'est quelqu'un qui est bien en vue depuis quelques années au parti. Il est considéré, malgré tout, on l'a considéré peut-être à tort là, comme un représentant de l'establishment démocrate, c'est-à-dire quelqu'un de plus près de l'aile centriste, de Clinton, d'Obama, justement. Il a obtenu l'appui de Joe Biden, par exemple, les apparatchiks actuels du parti, mais c'est un peu indu comme réputation, je dirais, parce qu'il est relativement à gauche. Si on regarde son positionnement en chambre... Il a fait plein de choses pour comme ministre du Travail, il a fait plein de choses pour les travailleurs les plus modestes, pour les syndiqués. C'est pas un suppôt de la droite, là, Tom Perez. Pas du tout. Je pense que même, on pourrait dire qu'il est plus à gauche que 90 des membres de son parti. Donc, c'est pas nécessairement... c'est pas une réorientation à gauche parce qu'on considère quand même que c'est le choix de l'establishment. Donc, il était opposé à Keith Ellison, qui, lui, est vraiment identifié à l'aile la plus à gauche du parti. C'est un représentant du Minnesota, musulman, noir. Et bon, il y a des gens qui ont vu dans cette course-là une reprise de l'affrontement Clinton-Sanders, parce que Tom Perez avait appuyé Hillary Clinton dans la course à l'investiture démocrate, Keith Ellison avait appuyé Bernie Sanders. Est-ce qu'on a eu raison de voir les choses comme ça? En partie, je dirais, parce que, bon, tout simplement à cause des appuis respectifs là, des deux hommes, puis c'est sûr que c'est presque inévitable là, qu'on va rejouer un petit peu ce conflit-là entre l'aile plus progressiste et l'aile plus centriste. Mais, bon, au moment même de son élection, ou immédiatement après son élection, qui a été chaudement contestée, là, ce qui est d'ailleurs inhabituel chez les démocrates, ça fait depuis les années 80 là, que ça n'a pas été aussi contesté, puis en général, c'est mauvais signe. Ça veut dire que le parti est divisé. Mais M. Perez a fait très attention quand même de projeter un message d'unité et justement, il a embauché Keith Ellison presque immédiatement. Il est devenu son vice-président. Et Keith Ellison, lui, bon, il y avait beaucoup de murmures, voire des cris dans la salle. Il y avait les partisans de Keith Ellison qui étaient là justement au moment de l'élection, de l'annonce des résultats. Et puis Keith Ellison s'est empressé de dire, écoutez, il faut absolument se rallier à M. Perez. On n'a pas le luxe en ce moment d'être divisé en tant que parti. On s'entend que le parti a eu tendance, notamment l'année dernière, à gaspiller beaucoup d'énergie dans les divisions internes. On s'entend que l'ennemi de l'aile gauche du parti, c'est pas Tom Perez en ce moment. Je pense que c'est plus Donald Trump, n'est-ce pas? Donc, le premier gros défi pour les démocrates, ce seront, si vous êtes d'accord avec moi, les élections de mi-mandat qui auront lieu en 2018. Donc, l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants vont être en jeu et une partie des sièges du Sénat.
Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ça va être quoi la clé pour les démocrates pour peut-être essayer de reprendre des majorités? Ils sont minoritaires en ce moment dans les deux chambres. Donc, c'est quoi la clé en ce moment? Bien, il y a toutes sortes de choses qu'ils peuvent faire. Je pense que d'abord, il va falloir qu'ils réorientent leur message un petit peu, qu'ils changent un petit peu leur réputation d'une certaine façon, parce qu'on associe le Parti démocrate au parti des élites mondialisées qui sont souvent se retrouvent sur les deux côtes, la côte Est, la côte Ouest. New York, San Francisco. Exact, dans les grands centres urbains, etc. Donc, il y a une bonne partie de l'électorat au centre du pays qui se sent délaissé par le parti et qui ne se reconnaît plus dans ce parti-là. Donc, il va aussi falloir qu'ils en reviennent à un message un petit peu plus élémentaire. Moi, je pense qu'il va falloir qu'ils commencent à reparler d'économie, de création d'emplois bien rémunérés. C'est un peu ça qui a fait en sorte que M. Trump est passé. Il va falloir qu'ils aillent rejoindre justement l'électorat blanc de classe moyenne qui souffre depuis quelques années. Le pouvoir d'achat de ces gens-là n'a tout simplement pas augmenté. Et ils ont perdu beaucoup d'appui au sein de cette partie-là de la population. Donc, un changement de message, meilleure organisation sur le terrain aussi, c'est ce que M. Perez se promet de faire parce que le DNC s'est beaucoup concentré sur la présidence, faire élire un président démocrate, mais ils ont délaissé pratiquement tout le reste. Là. Ils ont perdu jusqu'à 1000 postes électifs dans les 10 dernières années. Disons, ça va des districts scolaires jusqu'au Sénat. Il va falloir aussi qu'ils, évidemment, reprennent un petit peu les énergies qui sont en train de se déployer là, à travers toutes les manifestations, les mobilisations des temps de mort. Oui, ça, c'est intéressant. Il y a vraiment effectivement une énergie qu'on voit se déployer. Bon, il y a eu la marche des femmes en janvier. Au moment des décrets de Donald Trump en matière d'immigration, toutes sortes de manifestations aussi à travers le pays. Et comme vous le mentionnez, les town halls, donc ces assemblées publiques où les élus vont rencontrer leurs citoyens, échanger avec eux. Là aussi, on assiste à des débats extrêmement énergiques, des gens très bien informés qui viennent notamment contester là, la possibilité que Donald Trump amende ou abolisse l'Obamacare. Tout à fait. Donc, comment les démocrates peuvent faire pour canaliser ça et les transformer en vote? Oui, ça, c'est pas évident parce qu'on parle de la relation entre les mouvements sociaux et les mouvements populaires et les partis politiques. Et il n'y a jamais d'adéquation parfaite, disons, à ce niveau-là. On sait que M. Sanders, lui, sa contribution, ça a été de ramener justement une mobilisation populaire grassroots au Parti démocrate. Et le défi pour le Parti démocrate, c'est de garder ces gens-là dans leur giron et de faire en sorte qu'ils aillent voter. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient très désabusés, ils n'étaient pas du tout satisfaits des choix qui s'offraient à eux, M. Trump ou Mme Clinton. Et puis, il va falloir les mobiliser, les jeunes, parce qu'ils n'ont pas voté à la hauteur de ce qu'ils auraient dû ou de ce qu'ils pourraient même. Même chose, il faut aller travailler aussi pour aller chercher le vote des minorités, entre autres les communautés afro-américaines qui n'ont pas beaucoup voté non plus. Oui, donc même les Latinos, en fait, ont voté pour Trump dans une proportion étonnante. C'était pas forcément majoritaire, mais c'était plus substantiel que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Oui, tout à fait. Ça a été une des grandes surprises. Mais bon, ce que les démocrates vont devoir faire, c'est vraiment attendre pour une opportunité. C'est-à-dire que l'impopularité de M. Trump va certainement les favoriser. S'il maintient des taux d'approbation aussi faibles, ça va nécessairement favoriser les démocrates. Et puis, il va falloir aussi qu'ils s'attaquent aux effets négatifs des politiques mises en place par l'administration Trump. Donc, saisir toutes les opportunités possibles. De démontrer les impacts négatifs, oui, sur la population. Parce que c'est vrai que c'est surprenant. Si on regarde la base de Trump en ce moment, on dirait que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ça ne vient pas entamer leur appui. Alors, on va suivre ce dossier avec intérêt. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Philippe Fournier. Toujours passionnant de vous écouter. Avec plaisir.